Monsieur Bon, Et bonjour. merci d'avoir accepté ma proposition. Bah, c'est magique, hein, c'est juste, on est à l'ordi et puis tout d'un coup, on ouvre l'ordi et on est deux. Donc, vous êtes écrivain, vous avez une œuvre énorme. Du coup, est-ce que Ah vous bah, au pouvez vous... bénéfice de l'ancienneté, j'avais 29 ans quand j'ai publié mon premier bouquin. À cette époque-là, il n'y avait pas Internet, évidemment. Donc, justement, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour nos internautes? Alors, se présenter rapidement, bah, donc je suis né en Vendée et j'ai fait une école au départ d'ingénieur, les arts et métiers, qui à la fois, c'est le moment où je- enfin, j'ai pas eu le diplôme, je suis parti en cours de route, mais en même temps, ça m'a donné une petite base pour me mettre dans les boîtes d'intérim. À l'époque, on trouvait du boulot hyper fastoche. Ça m'a permis d'aller en URSS, en Inde, etc., pour des séjours assez longs. Le boulot, je l'ai appris, c'était de la soudure par faisceau d'électrons, je l'ai appris en le faisant. Et, et c'est là, en gros, dans ces séjours à l'étranger, que j'ai commencé de bidouiller des petits cahiers, bidouiller des petits cahiers. Et donc après, j'ai arrêté sur un coup de tête, parce que, enfin bon, ça c'est pas, sinon on va pas s'en sortir si on raconte le détail. Et, et là, je me suis inscrit en fac à Paris 8 parce que je voulais comprendre ce que j'avais fait pendant 2 3 ans. Et donc, je me suis inscrit en philo, mais au lieu de ça, c'est le livre qui est venu. Le premier livre qui est venu, c'était sur tous les trucs d'accidents, de peur, de blessures que j'avais vus dans ces années d'usine. Sur place, on est bétonné. Et ensuite, il restait comme ça ses rêves, ses peurs. Voilà, c'est devenu mon premier livre sorti d'usine. Puis depuis, ben, j'ai fait que ça, quoi. Ça s'est enchaîné petit à petit avec des bourses chez la Villa Médicis, etc. Bon, j'ai fait un itinéraire d'auteur classique. Les machines à écrire ont commencé à évoluer. Machines à écrire électriques, petite Marguerite avec des caractères effaçables. C'est en 88, c'est la première fois que j'ai vu un ordinateur à Berlin, chez un ami universitaire. Et j'ai dit, mais où il sort le papier? Ben non, c'était un Atari. Donc ça, c'était ma première bécane. Et ensuite, bah, moi, j'habitais à Montpellier. Le grand événement pour moi à l'époque, c'était de commencer à faire des ateliers d'écriture. Et ça, j'avais l'impression que dans ma vie d'auteur, j'étais un peu devenu un peu. La vie s'était arrêtée, quoi. Et les ateliers d'écriture, ça m'a permis bon, bah, de réouvrir les portes. J'ai commencé en lycée. Après, il y a eu euh, des expériences en prison, etc. Ensuite, on a ouvert une boutique d'écriture à la Paillade, à Montpellier. Donc tout ça, ça n'a jamais été un revenu principal, mais ça a toujours été un poumon. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait mon premier site, donc en 96, justement parce qu'on voulait se mettre un petit peu en lien les différents ateliers d'écriture, puis bah, après, comme ça, on apprend l'Internet parce qu'on le fait là aussi, quoi. Vous êtes un pionnier de la littérature en ligne. Comment vit-on aujourd'hui grâce à la plume? Bah, en fait, donc j'ai arrêté de travailler socialement quand j'avais 27 ans et j'ai repris quand j'avais 60 ans où euh, j'ai travaillé pendant 6 ans dans une école d'art, École nationale supérieure d'art à Paris-Cergy, où tout d'un coup là à transmettre. Et je pense que les étudiants qu'on accueille en école d'art, on va surtout pas leur dire tu viens là pour gagner ta vie. Et il y a plein de métiers, il y a plein de dans la vidéo, c'est des galaxies, même puis dans l'écriture aussi, il y a une très grande diversité. Mais je crois que tout simplement, il y a ce vieux truc de dire tu veux être artiste, bah, de toute façon, ce sera toujours la démerde, à n'importe quel âge que tu as. Et donc, ce n'est pas la question de se dire comment tu en vis. La question, c'est de se dire qu'est-ce que tu as envie de faire. Et bah, après, on s'organise. Et pour moi, c'est vrai que la vie s'est organisée parce que, en tant qu'auteur, bah, par exemple, j'ai aussi fait. À un moment, je voulais travailler sur mon adolescence. Et mon adolescence, moi, c'était la période
60, 68, etc. C'était les premiers cheveux longs, c'était les journaux qui devenaient en couleur, c'était évidemment nos petits électrophones avec Beatles, Rolling Stones, etc. Et pour travailler là, puisque moi, j'avais plus rien, quoi, aucune photo ni quoi que ce soit, je me suis mis à faire une biographie de Rolling Stones, puis une autre de Led Zeppelin. Et pour comprendre, quoi, parce que là, on a des chantiers archéologiques ultra documentés. Bon, alors, tous ces boulots-là, ça m'a permis de vivre, d'élever mes enfants, etc. Et je crois aussi la chance que j'ai eue, c'est que dans ces années-là, évidemment, on était dans des dispositifs culturels beaucoup plus centralisés, mais par exemple, France Culture, ça s'appelait Les Nuits Magnétiques, en 85, donc c'était Alain Weinstein, il dit, viens faire une émission de radio. Mais j'ai jamais fait de radio, mais ça fait rien, hein, c'est ce que tu as. Et puis, donc ça a été, j'ai appris comme ça, j'ai fait aussi plusieurs films pour Arte, sur nos ateliers d'écriture. On travaillait à l'ODEV, à Sète, avec des jeunes qui n'avaient pas les itinéraires faciles. On a proposé à Arte, tiens, vous venez, et puis eux, c'est un pacte, quoi. Qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu demandes au monde, etc. Et ça, je pense que ça m'a formé à ces instruments du son, de l'image, qui m'ont aidé quand justement a commencé de surgir la bascule numérique. C'est-à-dire que on lit, on n'a jamais autant lu, il n'y a jamais eu autant de textes qui circulent, mais on lit sur nos petits machins, sur nos petits trucs. Ça n'empêche pas que la concentration, le travail, on a toujours ces livres-là. Mais pour moi, je pense que bon, j'ai vu toutes les étapes. J'ai vu l'arrivée de la DSL, du haut débit. J'ai vu justement l'essor de YouTube. En tant que tel, au début, moi, je faisais des petites YouTube parce que on est dans telle ville, on voit quelque chose, où il se passe quelque chose. Là, dans l'école, on filme. Et puis, je rajoutais ça dans le site. C'était pas important. Mais à un moment donné, c'est-à-dire pour moi, c'est une médiation. C'est-à-dire, au lieu d'écrire, travailler, solidifier, mettre en page, ce que je continue de faire, et puis éditer et diffuser, c'est le surgissement même, quoi. L'instance là de la parole. On peut publier sans avoir à passer par la médiation de l'objet fixe. Publier comme ça de la voix et de l'image, ou faire ce qu'on est en train de faire là, je pense que c'était inimaginable il y a 10 ans. Alors quelque part, je me dis, bon, c'est le laboratoire, quoi. Ça vaut le coup d'aller regarder de près ce qui se passe là, indépendamment du fait que, pour moi, il y a une question de survie ou de bouée de sauvetage. C'est-à-dire que la tradition littéraire, ce qui fait, on ne peut pas économiser le boulot, mais si on veut mettre ça en partage, croire à ce qu'on fait, c'est venir sur le terrain où sont les usages, quoi. Et encore, moi, je suis déjà un petit peu fossile, quoi. Je ne vais pas faire du TikTok ou du Snapchat ou du machin comme ça. Vous êtes sur Instagram, j'ai vu ça. Ah oui, ça, depuis longtemps. Oui, ça, c'est des questions. Alors, je pense que pour moi, le web, c'est toujours important d'être propriétaire de ses données. C'est-à-dire d'avoir un site, un serveur. C'est mon espace de travail. Alors, ça pose des questions. Comment on l'archive? Est-ce que ça survivra quand on ne sera plus là pour payer le loyer à OVH? Où seront nos archives après notre mort? Alors, on travaille, par exemple, avec la Bibliothèque nationale qui font des pompages de sites annuels ou tous les 2 mois sur une sélection de sites. Donc, ils ont des dispositifs comme ça d'archivage, de mémoire. Et ça, c'est des choses, pour des auteurs, je pense que c'est important. Par exemple, ou les questions qui sont liées au dépôt légal, aux ISBN, etc. etc. Tout ça, je pense qu'on ne peut plus être auteur naïvement aujourd'hui. Sinon, c'est les grosses machines Hachette, Editis qui se revendent et tout ça. Alors, après, moi, c'est vrai que j'ai vu la naissance de Twitter, j'ai vu Facebook. On était 60, j'avais 60 amis sur Facebook quand c'est passé de Facebook US à Facebook FR en français. Donc, ça, c'était en 2006. Alors, aujourd'hui, c'est des outils de travail et je vois bien que Facebook, c'est un peu générationnel. Que par contre, si je veux avoir rapport à mes anciens étudiants, eux, ils sont sur Instagram. Il y a des choses géniales qui se passent dans les stories
Et par exemple, il y a aussi des choses textuelles qui se passent dans les stories. C'est-à-dire, là, en ce moment, c'était une enseignante que j'ai connue à Argenteuil, dans un lycée difficile. J'avais fait des ateliers dans sa classe. Et elle, elle gribouille tous les jours. Enfin, elle gribouille, non, pardon. Elle écrit, mais ce qu'elle met sur Instagram, c'est sa page manuscrite. C'est des effets totalement paradoxaux. Mais on se retrouve à lire en feuilleton une aventure d'écriture textuelle qui passe là par Instagram, et puis comme d'autres le font plus par les stories. Alors moi, bon là, je me sens un peu ancienne mode, mais je pense que c'est extrêmement, extrêmement important, quoi, et qu'il n'y ait pas de renoncement à la poésie, il n'y a pas de renoncement au récit, à la littérature. Par contre, c'est des formes neuves, parce que par exemple, moi, je suis d'une époque où photographie, d'accord, ça venait illustrer des textes. Si je regarde mon site dans les zones les plus anciennes, donc tout début des années 2000, il fallait des images toutes petites pour que ça passe et que ce ne soit pas trop au ralenti. Maintenant, on a presque le texte, l'image naissent ensemble. Le monde de la voix, le monde du podcast, ça aussi, c'est des imaginaires qui sont... moi, je le vis très, très positivement, ça. Tout en étant conscient, toujours, des dangers, parce que des plateformes comme Amazon ou même là, dans le clavier de ma machine, là, par exemple, c'est pas un clavier, mon Mac, c'est pas un clavier fait pour écrire. Ce qui est important, c'est le gros trackpad là. Et si je veux écrire sur un clavier qui se fait pas mal, ça. Alors, c'est quoi est-ce que ça remplace l'ancien stylo plume? Ça, c'est des tas de questions qui sont. Je pense qu'on n'a pas une responsabilité, mais c'est important d'essayer même dans l'étymologie, écrire, c'est graver. C'était du dessin dans de l'argile. Ensuite, on s'est passé à un truc binaire où le petit roseau était taillé en biais, on faisait du trait, du triangle, et à ce moment-là, petit à petit, c'est devenu plus rapide, et l'écriture syllabique a remplacé l'écriture iconique. Par image. Moi, quand j'ai commencé à publier mes bouquins dans les années 80, on n'avait pas besoin de s'interroger là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, si on utilise des trucs comme ça, on ne grave plus, on glisse et tout ça. Donc ces questions-là de gestuel, par exemple des livres, très longtemps, jusqu'à la Révolution française, le format des livres, c'était gros comme la main. J'en ai là, hop, je l'aperçois celui-là, un petit Rabelais, mais le fait que, pourquoi? Parce que le mettre dans la poche, ça permettait d'éditer aussi des textes clandestins, donc de quitter les grandes bibliothèques, l'appropriation du savoir, etc. Et ça, je pense que le numérique nous oblige à reprendre toutes ces questions une par une. Avec par exemple, quand j'ai commencé à travailler, moi, j'étais reçu aux éditions de Minuit, c'est formidable. Il y avait un monsieur qui était là, qui avait commencé avec Jérôme Lindon, qui était typographe de métier. Alors, on nous donnait les conventions de correction, etc. Et puis, c'est lui qui nous expliquait le blanc, l'entreligne, ce qu'il nomme l'œil de la lettre, etc. Mais c'était une fonction spécialisée. Après, sont venus les logiciels de mise en page dans les années 90. Je me rappelle très bien de Jérôme Lindon, justement. C'était un livre, un essai sur Rabelais. Et je lui dis, mais si vous voulez, je vous donne la disquette. Et il me regarde, il me dit, je hais la littérature Macintosh. Puis 2 jours après, il me dit, ouais, quand même, je viens d'avoir l'imprimeur, vous pouvez me l'envoyer quand même, la disquette? Bon, là, j'ai su que c'était... Mais aujourd'hui, faire un livre, on le fait, il n'y a même pas besoin d'InDesign, quoi. On peut le faire si c'est pas compliqué trop avec des illustrations, etc. C'est comme les musiciens qui ont leur propre matériel de studio, des matériels qui autrefois auraient été du matériel hyper professionnel, hyper dur, etc. On peut tout faire depuis son petit espace de travail, y compris publier, diffuser. Ça, c'est des révolutions, je pense, qui sont profondes. Et on a le devoir d'essayer de comprendre ce qui se passe, quoi. Sinon, on laisse tout faire
à ceux qui se moquent bien de la poésie, en gros. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un livre en préparation ou un projet que vous mettez en place? Moi, j'ai toujours plusieurs projets. Donc, ça, on est toujours aussi sur le temps long. Et donc, je pense que c'est toujours aussi des conflits, pour ce qui me concerne, entre ce qu'on peut faire. Par exemple, là, depuis 2 ans, c'est vrai que la vidéo, ça s'est encore accéléré avec le confinement. C'est-à-dire, autrefois, la vidéo, on avait des toutes petites communautés. Là, tout d'un coup, on sent que, par exemple, je traduis beaucoup de H.P. Lovecraft. Je retraduis parce qu'on a des nouveaux manuscrits. Je suis allé à Providence travailler sur les manuscrits, tout ça. Et si on passe par YouTube, je vois bien on sort de la petite bulle du petit monde littéraire, quoi. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Alors, l'aventure YouTube, ben, elle se crée au jour le jour. C'est pas. Euh, ouais, donc il y a toujours des projets longs. Par exemple, oui, un essai sur Lovecraft. Il y a toujours aussi ce travail de traduction. J'ai évidemment des boulots personnels, mais ça aussi, par exemple, c'est venu il y a quelques mois. Euh, cette instance-là, les petites phrases que, comme tout auteur, comme ce qu'on essaye de faire naître aussi quand on est en école d'art, c'est-à-dire comment tu prends des notes, comment tu enregistres ce qu'il y a autour de toi, comment tu fais attention à ce qui passe dans les rêves ou ces phrases un peu flottantes, et comment on passe comme ça de petites intuitions à développer un texte, etc. etc. Et ça, dans notre monde là, du creative writing, avec, y compris les masters de création littéraire là, qu'on a pu développer ces dernières années, c'est vraiment une dimension importante, mais j'aurais jamais pensé que je pouvais le faire aussi par vidéo. Et là, ben, depuis 6-7 mois, là, je fais des vidéos d'1 minute où je pars comme ça en impro, juste sur un petit truc. Là. Hop, c'est des choses que je n'avais pas prévues qui seraient sur ma route. Mais bon, tout ça, c'est comme une grosse fresque où on avance un peu à tâtons. Mais je pense que c'est beaucoup d'auteurs aujourd'hui. Par contre, si c'était comme autrefois, bah, tu prends ton temps, tu écris pendant 2 ans, voire. C'est pas, je rejette pas ces formes-là, je les fais longtemps. Et puis ensuite, bah, on porte le truc à l'éditeur, et puis ensuite, ça sort, ça passe en librairie. S'il y a des articles de journaux, quelle chance c'est. Et puis, ben, le temps moyen aujourd'hui d'un livre en librairie, c'est 5 semaines. En gros, on a 500 livres qui représentent plus de 80% de la diffusion en volume. Donc, ces choses-là, je pense qu'on ne peut plus vivre comme quand j'avais justement 30 ans en commençant à publier, on pouvait se dire on peut être artisan auteur, même si c'est pas non plus toujours on essaye d'aller au fond, on n'est pas simplement des artisans, c'est pas du travail comme on fait un film documentaire, encore que ça aussi quelle création il y a là-dedans. On brûle de soi, mais la société vous permettait que on puisse aussi se débrouiller. C'était une sorte de troc sociétal, quoi. On avait de la place pour le faire. Je pense qu'aujourd'hui, pour les jeunes auteurs qui débarquent, ça s'est énormément durci. Et là aussi, comment Internet peut donner des possibilités de suivre des aventures de voyage, des aventures de récits. Qu'est-ce qui se mélange entre les différentes disciplines avec le film, la photo, etc. Voilà, tout ça, c'est un petit peu notre quotidien, quoi. Alors, je vais poser une question un peu philosophique. À travers vos rencontres, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain? Ça, c'est vraiment le type de question ultra simple. À travers les rencontres, c'est-à-dire que là, en ce moment, je lis un gars, il a mon âge, Georges Didier Huberman. On a commencé à publier d'ailleurs en même temps, on était à Villa Mésis ensemble. Là, c'est quasi 700 pages sur juste ce qui nous soulève, comment on se révolte.
Mm. en regardant des choses que moi, je n'avais jamais regardées. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne à la fin de la guerre 14-18 avec Spartacus, etc. Tout ça. On apprend tout le temps, autant dans les livres que dans les rencontres. C'est une dialectique entre, pas se replier, mais le temps de l'étude, pour moi, ça compte toujours énormément. C'est-à-dire comment associer le temps de l'étude et le temps de la découverte. C'est-à-dire que là, c'est vrai que depuis 2 ans, moi, ce qui me fait littéralement crever, c'est j'ai toujours voyagé, puis depuis 2 ans, on ne voyage plus. Là, il y a un vrai manque, quoi. Aller se retrouver dans d'autres ciels, d'autres villes. New York me manque énormément, énormément. Donc, c'est pas... Alors, sur l'être humain, là, la réponse, c'est que pour quelqu'un, là, dans mon étape, je pense que moi, quand je commençais à publier, donc c'était l'époque Mitterrand, on a vu tomber le mur de Berlin. On a vu, moi, à 15 ans, j'ai vu le premier homme qui marchait sur la Lune. On a cru à un monde plus pacifique et plus fraternel. Et je dirais que depuis 10 ans, l'impression, et sans compter justement quand j'étais dans mon école d'art, qu'on était en train de téléphoner le soir des attentats Bataclan, où il est un tel, où il est un tel, qu'est-ce qu'il y a des nouvelles, etc. Je ne m'attendais pas à arriver à mes 60 ans, d'avoir une impression de recul. Alors ça aussi, il faut le travailler. Il n'y a pas de raison on ne perd pas le moral. On fait comme si. Greta Thunberg, moi, c'est quelqu'un de hyper, ou Thunberg, je ne sais pas comment, selon si on le prononce à la suédoise ou à l'américaine, c'est des choses importantes, mais on sait que l'anthropocène, c'est un combat de tous les jours. C'est-à-dire que je pense que des gens de mon âge, il y a 10 ans ou 15 ans, encore qu'il y avait des gens comme Stigler qui nous alertaient là-dessus, on ne pouvait pas imaginer la possibilité pour l'espèce humaine de se mettre elle-même en cause de cette façon, quoi, de prendre le risque de sa propre disparition. Et ça, je pense, quoi faire d'autre sinon que se bagarrer. C'est pas publier des livres pour en vivre, c'est pas publier, etc. C'est une tâche. Pour moi, ça va avec justement enseigner quand on peut. Là, il y a du partage générationnel, mais sur ce fond-là, quoi. C'est-à-dire, comment on s'organise pour que, malgré tout, on tente une autre fraternité ou quelque chose, mais c'est plus un rêve naïf du beau futur, quoi, même si le rêve n'a jamais été naïf. En parlant de rêve, est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent justement aller au bout de leur rêve? Ce qui est peut-être ce que je retirerais aussi de ces 10 dernières années, là où j'ai eu beaucoup comme ça d'interventions, en particulier école d'art, mais aussi des choses en fac, aux US, au Québec, etc. C'est que autrefois, tout était simple. C'est-à-dire, tu choisissais d'être écrivain, tu choisissais d'être photographe, d'être libraire. Tu trouvais ton chemin. D'autres partaient sur les routes, faisaient le tour du monde en bateau. Copain d'école qui a fait ça. On soudait le bateau, on l'a fabriqué tous ensemble, son bateau à Ravitsky, pour qu'il puisse partir. Tout ça c'était des chemins comme ça, et j'arrête pas de découvrir, à suivre justement, et merci là justement les réseaux, Instagram ou Twitter, etc., comment ces chemins sont divers et qu'il n'y a pas de hiérarchie entre eux. Tout à l'heure, on parlait sport. En France, par exemple, un jour, un copain me dit, mais moi, je suis prof en STAPS. STAPS, qu'est-ce que c'est? Ben ouais, c'est dans les facs. Puis, par exemple, sur quoi tu travailles? Tu as quoi comme outil dans ton labo? J'ai une planche là. Et parce qu'il travaillait sur quoi? Sur la locomotion. C'est-à-dire quand on
part en avant comme ça, sur cette bascule. Et mentalement, comment l'enfant apprend à basculer pour partir vers l'avant. Et puis, tu dis, mais tu comprends, si on comprend ça, alors une vieille personne qui a des problèmes de col du fémur, elle va continuer d'aller vers l'avant. Comment on la rééduque? Quelqu'un sur son fauteuil, il a ce mouvement, comment tu l'organises, etc. Et des mondes comme ça, par exemple, la question du corps, là, dans cette réflexion sur le sport, je pense que c'était totalement... ouais, tout ça, c'est des choses neuves et qui font qu'il n'y a pas d'hierarchie, par exemple, entre les artistes ou les trucs. On est tous dans ce même bazar. Et je pense que quand on veut fabriquer son machin, là, peut-être quand on aura fini, à 3 kilomètres, là, il y a un jeune couple, il fait du circuit court en faisant pousser des légumes. Bon, ben c'est vrai que depuis le confinement où ce truc nous a sauvé la vie, quoi, j'ai appris à manger différemment. On a cessé quasiment de manger de la viande. On mange, ici, je suis dans l'Indre-et-Loire, c'est pas très généreux comme. Enfin, si, c'est généreux, mais il y a les saisons. Tu vas pas te manger des tomates là en plein hiver. Donc ces choses-là, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie dans comment on interroge le monde et comment on touche le monde pour exorciser ces menaces que ceux de ma génération vivent encore plus. Mon grand-père maternel était à Verdun, mon père était dans la résistance, etc. Donc la question de la guerre, pour ceux-là de ma génération, elle est encore quelque chose qui reste dans l'enfance. La télévision, on l'a eu en 62, c'était la guerre d'Algérie, les premières images qu'on voyait, ou l'attentat de Clamart contre De Gaulle. Et on a vu tout ça s'éloigner et on revoit les menaces se faire. Et là, c'est là où je pense. C'est l'avantage aussi de ces outils sur YouTube. Hier matin, je regarde un gars que je ne connais pas. En plus, il a 40 balais, on n'est pas de la même période, etc. Mais il est paysan dans le coin où moi j'étais enfant, là, dans le sud de la Vienne. Et toutes les semaines, il fait une vidéo sur comment il bosse, c'est quoi ses machines, comment il marche cette déchaumeuse, quelle responsabilité il met de quels produits chimiques, etc. Et là, je pense qu'il y a une joie du numérique qui justement nous permet de tenir à distance ces anciennes hiérarchies. Les auteurs, autrefois, Marcel Proust, son père, il était au ministère de la Santé. Flaubert, son père, c'était le plus grand, c'était le patron de l'hôpital de Rouen. Ce n'étaient pas des gens qui avaient besoin d'aller gagner leur vie. Ça a changé avec Céline, ça a changé avec Francis Ponge, ça a changé, etc. Mais aujourd'hui, dans l'absence de ces hiérarchies, c'est ça aussi qu'il faut dire tout le temps. Tu veux aller quelque part, bah, tu le fais. L'écriture comme le reste. Le cinéma, on peut commencer avec un petit smartphone. Là, en ce moment, je travaille avec un lycée pro à Paris. Donc, ils filment, ensuite ils rédigent. Et après, une troisième phase, on fait de la voix off avec la rédaction et on monte les images ensemble. On n'a jamais imaginé ça il y a 10 ans. Et là, oui, on réinvente du politique au sens strict, quoi. Voilà, ça c'est notre bazar à nous tous. Et je suis content, mais après c'est de votre faute parce qu'en visitant votre site, à Racine Solaire, on se dit mais qu'est-ce que c'est tout ce monde? Qu'est-ce que c'est tout ce monde là qui vont dans tous les sens? Moi, c'est juste ça, que la vieille littérature, elle a encore sa place là-dedans. Alors, Monsieur Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous à travers vos œuvres? Quel message vous voulez? Oh là là, ça c'est toujours le goût des questions simples. Là, en ce moment, je travaille sur un livre d'une vieille dame de 80 ans qui s'appelle Judith Schlanger et qui a fait un livre qui est devenu un classique qui s'appelle Présence des œuvres perdues. C'est-à-dire, si on regarde des périodes, par exemple, même le 19e, là, je vois les passages. Là, hop là, j'aime bien être dans ma petite bulle à bibliothèque. Walter Benjamin, c'est quelqu'un qui, dans le nazisme, s'était exilé à Paris de 1935. Il s'est suicidé en 1940. Bon, c'est une grande figure, Walter Benjamin. Et pendant 5 ans, à la Bibliothèque nationale, il a pris des notes, donc c'est recopié en français directement, lui qui était allemand, toutes ces choses des rêves, des révoltes du 19e siècle qui n'avaient pas passé dans le grand art ou dans les grands livres et tout ça. Je pense que pour nous, là, c'est peut-être plus un danseur
euh, il y a un texte de Gertrude Stein sur une danseuse qui s'appelle Isidora Duncan en 1924. Mais avant 1924, la danse, elle ne fait pas d'archives. Nous, là, il faut qu'on se confronte à l'idée que ce qu'on est en train de travailler, ce soit comme une danse. Et, les livres, les vieux livres là, qui s'assemblent, qui restent, qui font dans des silos, ça ne suffit plus là aujourd'hui. Ça peut-être donc enlevons de nous l'idée de laisser quelque chose. Sinon, le partage, quoi. C'est bien, tu as travaillé avec des étudiants, tu les vois aujourd'hui qui publient leurs livres, et c'est bon, quelque chose est passé comme ça. Mais se libérer de l'idée, je pense que ça a à voir aussi avec là, ce qui nous environne et qu'on nomme anthropocène, quoi, ce risque. On n'a pas de leçon à donner. Là, le gars, Thomas Pesquet, là, qui envoyait ses photos de sa station spatiale, tout ça, on apprend du neuf tout le temps. Jamais on a pu apprendre autant de neuf et d'être de plus en plus conscients tous de notre fragilité. Et avec ça, je crois qu'on peut, nous, si notre truc c'est d'écrire, pour ceux comme moi qui écrivent, ça peut nous suffire. C'est plus important ça que le dur désir de durer, comme on dit en se moquant. Vous Donc, parlez, pas de leçon, pas de message. vous avez parlé d'ateliers d'écriture, notamment dans des prisons, auprès des SDF aussi. Quels ont été vos retours quand vous les avez rencontrés, en fait? Oh, bah, Qu'est-ce que ça vous a appris, vous? ça, c'est déjà mieux, parce que sinon, c'est les questions de journalistes. Quand on arrive dans une prison, c'est tout simple. Les types, ils écrivent déjà. Ils sont 22 heures sur 24 dans leur petite boîte. Donc, l'écriture, c'est extrêmement important, y compris la correspondance par lettre autrefois, quand il n'y avait pas l'accès au téléphone et tout ça. Donc, l'écriture je dirais, c'est naturel, on s'explique. Par contre, on est avec un SDF et puis on travaille sur qu'est-ce que c'est vivre sans chauffage et sans lumière. Puis tout d'un coup, qu'est-ce que ça veut dire pour le corps? Qu'est-ce que ça veut dire aussi si tu es accroupi à faire la manche et que tu vois la rue à 50 cm? Comment tu la vois autrement, différemment? Et je pense que moi, la joie dans les ateliers d'écriture, c'est que quelque part, tu n'es pas l'écrivain. Tu es celui qui permet à l'autre d'écrire. Et ça me convient. Par contre, où ça m'a transformé, ben oui, on est toujours conscient, justement, un peu plus. On pourrait si facilement oublier la difficulté de l'autre. Et par exemple, en prison, ben, ça pose les questions de l'urbanisme, ça pose les questions de ce qu'on dit là, les quartiers difficiles, ces machins-là, ça pose les questions de comment se propage là. Donc, on travaille sur le champ social et quand, évidemment, si on en fait récit, tout ça traverse à l'intérieur. Alors, évidemment que ça met en mouvement soi-même. Et souvent, on ne peut rien dans le drame de l'autre. Ça aussi, ça renvoie beaucoup sur soi-même. Par contre, ça m'a appris, moi, à écrire peut-être justement de façon... ce qui est magique, c'est que tu poses une question sur les rêves ou ça peut être sur les objets. Et puis, tu vois qu'il n'y a rien. Puis après, boum, ça jaillit. Et moi, cette idée comme ça de l'écriture, comme dans son surgissement, ouais, ça, je crois que ça m'a aidé à sortir de faire un livre, puis 2 ans après, faire un autre livre, etc. Et accepter ces expériences plus directes comme ça. Et j'ai toujours énormément de plaisir à le faire. Est-ce que vous avez une anecdote qui vous a touché, marqué récemment ou au cours de votre carrière? Transformé. Là, il aurait fallu que je prépare un petit peu à l'avance, parce que c'est pas une, c'est 100, c'est 100, c'est 1000, c'est tout ce petit truc. Évidemment, il y a des rencontres. Je sais pas, par exemple, quand j'ai publié mon premier livre aux éditions de Minuit, j'avais repéré que Samuel Beckett, tous les mardis à 15h, il venait voir Jérôme Lindeau. Et Samuel Beckett, c'est quelqu'un qui disait rien. Bah, c'est que moi, j'avais pris l'habitude de venir aussi juste pour le croiser. On ne s'est jamais parlé, mais il y avait un petit sourire. Des choses comme ça, ça aide. Bon, c'est pas
Non, il y a tellement et tellement de choses. Peut-être que simplement, ce n'est pas l'anecdote qui compte, parce que l'anecdote en tant que telle, c'est le récit qu'on peut en faire. C'est comment quelque chose de petit, de mince, euh, comment on le relie aux forces bien plus grandes. Et ça, c'est apprendre à s'éveiller à ces choses-là. Alors, évidemment, nous, notre matériau, il est fait de ces choses-là du quotidien. Là, ce matin, justement, j'essaye tous les jours d'avoir que ma première heure, ce ne soit pas une heure de réseau, ce soit juste comme ça, être sur un logiciel qui s'appelle Ulysses, là, et de prendre des notes, etc. Je me souvenais d'une étudiante, et là, c'était un jeudi soir, là, à Cergy, elle me dit « Ah, mais il faut que je prenne mon avion. » Bon, c'est bien. Je la revois le lundi. Je lui dis, bah, tu as fait un bon voyage? Elle dit, ah, j'ai fait un voyage. Bah oui, tu disais que tu allais prendre. Ah oui, où j'étais déjà. Et tout d'un coup, cette idée de prendre l'avion devient complètement. Mais j'avais jamais écrit de ça. Ce souvenir-là, ça passait, je ne sais plus. Je crois qu'à cause du temps. Pleut, il fait froid aujourd'hui. Et je me souviens quand tu arrivais en avion à Roissy, venant des US ou autre, tu as toujours à attendre pour prendre de TGV 1 heure comme ça. Et m'est revenu le visage de cette fille qui était israélienne et qui avait fait 2 ans de service militaire. Alors son frère, il était sur les frontières où ça cartonnait. Et puis elle, en tant que fille, on les mettait dans des stations d'écoute au bout du désert. Pendant 2 ans, tu es là avec des outils là, de radar ou de machin, mais tu fais rien en gros. Et donc elle était plus âgée que ses camarades. Et comme job, eh ben, à Roissy, elle était embauchée par El Al, la compagnie israélienne. Et quand elle arrivait, on dit, ah ben aujourd'hui, là, tu vas à Madrid pendant 2 jours. Ah ben tu vas à Londres. Donc elle faisait toujours le même boulot, c'est-à-dire vérifier les billets, arranger, faire les changements de réservation. Mais elle ne savait jamais en arrivant au boulot si elle allait le faire à Francfort, à Londres, à Berlin, ou etc. Et voilà, je pense que ça, c'est notre matériau. C'est l'anecdote de ce matin parce que j'ai travaillé dessus. Mais ça ne m'était jamais revenu, le souvenir de cette fille. C'était juste à cause de la pluie de là et du fait qu'on pouvait voyager comme ça sans savoir dans quelle ville on était. Parce qu'on est à Francfort, à Londres, et c'est toujours le même boulot, etc. Voilà, nos petites affaires à nous. Mais ce rapport à la géographie, à l'espace, là, par exemple, tout à l'heure, je suis désolé parce qu'il y a eu un petit bruit. Je ne sais pas si c'est Oui, entendu. oui, on C'est a le entendu. message. Ouais. Eh ben, pour m'excuser, voilà un très, très grand livre pour nous de Georges Perec, Espèce d'espace. C'est un grand, grand classique. Et c'est quelque chose, moi j'en ai un qui me sert pour travailler avec les étudiants, un autre pour moi. Perec est mort en 82. Eh bien, 40 ans après sa mort, là, on a refait Espèce d'espace en y joignant ses propres carnets de notes. Oh, quel événement considérable. Mais comprendre ces questions-là d'espace, de déplacement, de voyage, etc. Donc là, c'était mon nouveau espèce d'espace là, qui doit m'attendre dans la boîte aux lettres à côté. Alors, monsieur Bon, pour finir, alors la liste est longue, mais est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes? Ah, qu'est-ce que j'allais dire, derrière toute question simple, il y a du compliqué. Là, par exemple, le simple, c'est dire, oui, dans ma biographie, j'ai eu de la chance. Par exemple, dans le côté paternel, c'était un petit garage Citroën en Vendée. Et donc, tu ouvrais la porte de la cuisine, il y avait le pont élévateur. Puis le gars qui était autour, là, le vieux Raoul et tout ça. Puis de l'autre côté, ma mère, elle était instite, son père était instite. C'était dans des mondes ruraux aussi, le petit monde de Vendée. Mais l'armoire aux livres de mon grand-père, bah, il y avait Balzac, il y avait les poèmes érotiques de Verlaine que je lui ai fauchés et que je n'ai jamais rendu. C'est là comme ça que j'ai pu lire Edgar Poe, etc. Donc on a des dettes. Et ça, c'est simple de dire. Euh, oui, à chaque période, à chaque moment, je me souviens quand j'étais en école d'art à Cergy, il y avait un gars, César, je ne sais pas s'il écoutera, mais pourquoi pas. Et ce gars, il, il avait eu de la dyslexie, il ne pouvait pas écrire. Il faisait des expériences fantastiques sur le temps. Et pour écrire, c'était dicter. Et ensuite, on travaillait sur la dictée. Et c'est lui aussi qui m'a peut-être appris à improviser. Parce que César, tu as fait quoi?
j'ai pensé. Ah, tu as pensé, ben, votre exercice, monsieur. Bon, allez, vas-y, César. Il se concentrait et ça restait. Voilà, toutes ces choses qui sont faites. Et quand je dis simple et compliqué, là, cette question de la dette, elle est belle, cette question. Et on a toujours tendance à la regarder dans l'arrière. Mais si on la remet vers l'avant, est-ce que la dette, par exemple, c'est pas de laisser un monde, par exemple, je suis grand-père à ses petits-enfants, c'est de dire, euh, si je dis j'ai une dette envers eux qui continue devant. Et à ce moment-là, on se retrouve. Et donc, la dette et le remerciement, j'ai envie de remercier ceux qui partent devant, quoi. Ouais. Mais Ouais. il faut qu'on ait un peu l'esprit tordu pour écrire, sinon il n'y arriverait pas. Bah, écoutez, Monsieur Bon, merci beaucoup en tout cas pour ce temps et ce partage. Et Bah, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? des projets, enfin, Et en quel est plus, maintenant, je votre... suis devenu accro au site. Et les projets, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, on est dans le maintenant, on travaille, il y a des choses lourdes, des choses graves. On ne peut pas être en dehors de ce lourd et de ce grave qui se joue. Et en même temps, il faut être dans le temps long, dans le retour sur soi-même. Et ce paradoxe, il est aussi pour le fait d'être dans du temps long de travail et puis se dire en même temps ce que tu donnes là, y compris les réseaux. Cette petite fragilité, etc., mais qui nous ouvre à tellement de choses, de pas laisser. Des fois, c'est rageant, c'est frustrant, le web. Il y a du tout et du n'importe quoi. Mais si on va se balader centre-ville, il y a aussi du tout et du n'importe quoi. Si on regarde un kiosque de gare, les magazines qui sont à vendre ou les livres qui sont à vendre, il y a du tout et du n'importe quoi. Donc, on est dans l'Internet et dans le numérique, on essaye de faire du solide, du costaud. Et ça, ouais. Donc, c'est un projet chaque matin.